Top générique. C'est l'histoire d'un petit gars de banlieue, devenu l'homme d'affaires préféré des Français. L'acquisition d'Adidas, Bernard Tapie, devenu une légende. Tu veux devenir un grand capitaine d'industrie ou rester un petit patron adulé par ses ouvriers? Tapie, souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Comment on fait pour reprendre une entreprise avec ça? Plus que ça. Avec ça, je peux conquérir la France. Wir haben eigentlich auch... Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M. T'es devenu dyslexique ou quoi? Alors Hugo essayait de camoufler, étouffer ma voix d'ogre, mais ça ne fonctionne pas. Quand tu as une puissance de voix comme la mienne, tu ne peux pas l'étouffer. On a encore volé l'introduction de notre podcast. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont spécialisés dans des intros de podcast, on est preneur. C'est capitaliser sur le travail des autres. C'est ça. On appelle ça l'efficience. On appelle ça du parasitage en termes juridiques. Épisode particulier puisque on va parler, et on ne va pas parler immobilier, mais on va parler retour terrain sur le rachat de société pour faire un petit update, une petite mise à jour en français, Fouad, sur le déroulé de la procédure. America, we love you. We can speak English if you want. It's not a problem for me. I think it will be very soon a big problem. 5 minutes, it's okay. Only 5 minutes. 5 seconds. Les rappels habituels, pensez à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux pour qu'on ait de la visibilité. Fouad, demande-nous des likes. Par pitié, je vais faire le rooms. Mettez-moi des likes, s'il vous plaît, mettez-moi des likes. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour réserver un call stratégique de 90 minutes avec Fouad pour t'assister dans l'élaboration de la stratégie immobilière au cas par cas, en one-to-one pour déterminer ton dimensionnement. Tu as le lien également, toujours en immobilier, de Patrimoine Exponentiel, un programme d'expertise bancaire et stratégique dédié à l'immobilier. Tu trouveras également, et on l'a rajouté, une masterclass exclusive qui est offerte où le cédant partage en toute transparence son expérience sur la cession de société si le rachat de société t'intéresse. Et on salue très tendrement Cédric qui nous écoute. J'ai cru que tu allais saluer la personne qui s'est décrétée formateur et qui confond le cédant et le cessionnaire. Ah oui, c'est bon, moi, le cédant, oui, c'est bon. Je viens de quitter. Il avait dit comment dans la bagnole? Je sais pas, j'écoute pas, toi t'écoutes ce genre de contenu. C'est toi qui me les envoie. C'est toi qui pollue mon esprit. Le lien du Telegram pour du contenu exclusif ainsi que la newsletter. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parlons argent, gros argent, on va se le tatouer sur l'épaule. Fouad, tu es en démarchage de société, de rachat de société. Recherche active. En recherche active poussée, parce que là, on va rentrer dans une deuxième étape. On va pouvoir partager les retours d'expérience suite au premier podcast qu'on avait fait. On en avait parlé il y a 6 mois, plus ou moins. Ouais, j'ai plus la date en tête, mais il y a eu plusieurs tentatives. En tout cas, il y a une recherche effective 6-7 mois à peu près, je crois. 6-7 mois, depuis le début du podcast. Je pense je me demande si on n'en avait pas parlé dans le premier épisode. Mais en tout cas, je me suis mis en action, je crois que c'était avril-mai, et on va en parler. Il y a eu plusieurs cibles, et ce matin, tu as participé à une visio de présentation plus détaillée de l'entreprise avec une offre d'achat qui va être établie. Une LOI, ouais. Une offre d'achat totalement. C'est LOI qui signifie lettre d'intention. Ah ok, d'accord. Bon. Petit rappel pour la cible, pour les personnes qui nous écoutent, on est sur une société d'une valorisation de... Alors on est sur la valorisation, bon, ça dépend comment est-ce que tu la valorises, mais là on est sur une valorisation assez fiable, puisqu'on a des capitaux propres qu'on ne peut pas valoriser en dessous de leur valeur, puisqu'on n'achète pas, et encore ça a changé, j'allais dire une centrale à charbon. Tu sais qu'il y a des gens qui ont acheté des énergies qui étaient réputées comme sales avant la guerre en Ukraine, l'opération spéciale. Et donc, attention à mon vocabulaire. On a à Berlin-Est. J'ai peur qu'il y ait un Rujkov qui rentre et qu'il nous dise « T'as utilisé le mauvais terme. Mauvaise pioche. » Goulag. Goulag, pas occidental. Russia.
Tu ne devrais pas rire sur ce genre de sujet. Sachant qu'on sort d'un restaurant russe. Voilà. Pasternak, pour ceux qui connaissent à Berlin-Est. Très bonne adresse. Qui a augmenté ses prix, ça c'est pas bien ça, c'est capitaliste. Alors, le rappel de la cible, on est sur une société de 4 millions d'euros. 4 millions, voilà, 4,1. Ce que je disais, c'est qu'on a des capitaux propres à hauteur de 3,6 et on valorise un fonds de commerce à 500 000 euros. Donc ça nous donne une société aux alentours de 4,1, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc ça correspond au potentiel qu'on recherche en termes d'acquisition et en termes de potentiel de développement. C'est une société en EBE, elle fait quoi? Elle a fait 300 Non, là, sur le dernier exercice, tu as quand même un EBE à 600 000. Retraité à 600 000. Voilà, retraité à 600 000. Après, au-delà de l'EBE, alors tu vois, ta question est très intéressante parce qu'on a souvent cette vision statique ou passéiste de l'EBE. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le potentiel. Et je sais que l'EBE et le potentiel est beaucoup plus grand parce que l'exploitation de la société est vraiment en fait, c'est une société qui est sous-exploitée. Elle est sous-exploitée et on arrive dans les limites. Et la personne qui rachète des sociétés doit se concentrer. Moi, j'ai une expression, c'est que le jour où tu reprends le contrôle de la société, tu as fait 9 pas sur 10, tu as fait la moitié du chemin. C'était une expression de mon boss. Et tu dois te concentrer en réalité sur ce que tu peux en faire. Parce que si tu rachètes une société et que tu ne peux pas l'améliorer... Qu'elle est au max. Qu'elle est au max, c'est bien quand le mec croit qu'elle est au max, qu'elle ne peut pas aller plus loin. Ça donne de la marge de négociation. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une asymétrie du diagnostic, en fait, du potentiel, parce que c'était marrant, on parlait avec le broker ce matin, l'intermédiaire, et pour lui, il y avait une limite physique, donc c'est de l'automobile, du négoce automobile, et pour lui, physiquement... Il était au max. On était au max parce que physiquement, la capacité à stocker des véhicules, le parc automobile était déjà blindé. Et c'est là qu'on a une asymétrie. En fait, on n'a pas du tout la même perception des choses parce qu'il y a 15 000 solutions pour pouvoir développer le stock. On va faire un parallèle avec ce qu'on dit en immobilier. Il y a une notion de dimensionnement. C'est quand même un beau rachat. C'est un beau bébé quand même pour une première acquisition. Oui, pour une première acquisition. Alors, alors c'est un très beau bébé. Pour moi, c'est pas surdimensionné. C'est pas non plus sous-dimensionné. Je trouve que c'est plutôt optimal. Ensuite, ça correspond au potentiel que mon associé a et que moi j'ai. Et ça correspond à la complémentarité qu'on a dans l'association. Donc, c'est une belle bête. 4 millions d'euros, ça veut dire un emprunt de 3 millions, oui. À peu près. Ouais. Si on a de la chance, peut-être un emprunt de 3 millions 2, 3 millions 3, 3 millions 4, on va dire, j'y crois pas trop. On va être sur un apport normalement de 25%. Et donc, effectivement, je suis très content parce que je fonctionne beaucoup à l'intuition rationnelle, mais pas que. Il y a un potentiel qui est énorme. On a un objectif de développer l'entreprise, la cible à 20 millions d'euros de CA. Alors, c'est de l'automobile, évidemment. Donc, ça va très vite. Voilà, ça va très vite. On parle d'une société qui vend 600 véhicules par an. On souhaiterait passer à 1200, 1500 véhicules en fonction du panier moyen d'achat. Mais je suis content parce que ce n'est pas un coût pour rien dans le sens où il y a quand même de l'inertie. Et si on arrive à faire cette acquisition, on avance quand même significativement. D'ailleurs, ça m'a fait... j'ai été surpris quand tu m'as parlé de la notion d'apport parce que je pensais que tu faisais 100% de crédit vendeur, que tu mettais en place des process, un Google Drive et un groupe WhatsApp pour communiquer plus facilement et une réunion Zoom toutes les 4 semaines de 10 minutes. C'est pas ta stratégie Si on avait acheté un salon de coiffure ou un salon, alors j'ai rien contre les salons de coiffure évidemment, et ça peut être un super projet, mais compte tenu la qualité de la société, compte tenu son potentiel, et il faut savoir que ce genre d'opportunité dans le domaine d'activité qui m'intéresse, t'en as pas beaucoup, et donc je ne prendrai pas le risque en termes de crédibilité et en termes de blocage, c'est-à-dire que je peux braquer le vendeur. Donc, je ne prendrai pas le risque de lui parler de crédit vendeur sur cette acquisition.
En tout cas, pas dans un premier temps. Et un full crédit vendeur, Alors, un full crédit vendeur, ça m'a même pas traversé l'esprit. Donc, ça aurait été marrant d'essayer, tu vois. Le problème, c'est que essayer sur une boîte où tu n'as aucun intérêt, ça peut se faire. Mais là-dessus, en fait, c'est comme les coups de fusil en immobilier. Tu n'en as pas tous les jours. Et même quand tu es un très bon acheteur, c'est rare. Donc, ce genre d'entreprise, en fait, moi, je ne prendrais pas le risque personnellement. Non, mais c'est très intéressant parce que sur Internet, les gens qui nous écoutent, là, c'est la grande mode, crédit vendeur. Si tu veux racheter un kebab, d'accord, mais il y a un moment où on parle d'amplitude. C'est comme si tu veux devenir multimillionnaire en immobilier en achetant que de la Love Room, quoi. Et tu as la notion de risque. Un vendeur qui fait un crédit vendeur sur 200 000 euros, il prend un risque sur 200 000 euros. Un vendeur qui fait un crédit vendeur sur 4 millions d'euros, ce n'est pas la même chose. Ah, non, On parle d'une boîte qui a 25 ans, on parle du patrimoine principal du cédant. Donc, introduire la notion de crédit vendeur total sur 4 millions d'euros, en termes de rationalité, en termes de risque, dans la perception du vendeur, ça me paraît... alors moi, je suis assez bon en vente. J'estime que je suis un bon vendeur. La négociation, je suis assez à l'aise là-dessus. Mais je me vois mal lui sortir du chapeau le crédit vendeur. Ah, non, et quand on le sort, il faut le sortir stratégiquement. Il y a une méthode très particulière. C'est le propre d'Internet, c'est de prendre des concepts à la marge des techniques et d'orienter toute la technique dessus. D'en faire le cœur de la stratégie. D'en faire le cœur la stratégie. C'est comme avoir un peu de LMNP ou un peu de LCD. C'est bien dans un parc. Tout à fait. Mais faire une stratégie à 100% sur du LCD, c'est du suicidaire. Tout à fait. Il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que les gens qui vont aller s'orienter sur du 100% crédit vendeur vont aussi être des gens qui n'ont pas forcément une solvabilité bancaire, qui n'ont pas... alors, ça peut se nuancer parce que tu as des gens qui sont égarés ou qui vont se faire avoir par le discours. Qui t'avait plu au début. Bien sûr. Bien sûr, mais en fait, c'est hyper séduisant, c'est intéressant. Moi, je serais le premier à être content. Là, si je pouvais avoir un crédit vendeur à taux zéro en plus, je signe tout de suite. Et je suis prêt à payer un peu plus cher la cible. Mais en tout cas, moi, j'ai estimé, peut-être que c'est une erreur, mais je ne le pense pas, j'ai estimé que la prise de risque à proposer ce mode de financement pourrait faire capoter l'affaire et laisser un concurrent passer devant moi. Et c'est surtout qu'en fait, le crédit vendeur favorise plus une méthode de financement que la cible que tu achètes. Dans une stratégie de reprise d'entreprise, de restructuration d'entreprise, tu vas viser la cible où toi, limite, tu es prêt à payer plus cher. Tu es prêt à payer plus cher parce que tu sais ce que tu peux en faire. Et on l'a vu sur l'entretien. Le mec s'est révélé il s'est révélé sur les clients, sur les personnes. L'entretien de ce matin. Il a donné plein d'informations. Malgré lui. Et ce qui est intéressant à ce stade, c'est que ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'il y a une recherche active. Il y a eu 4 contacts au total. Alors j'ai contacté Fusac. Alors tout est passé par Fusac. Mais j'ai eu 2 contacts avec Michel Simon, avec un autre cabinet sur l'affaire qui était à Saint-Étienne. Il y a eu l'affaire proche de Marseille, donc plus celle-ci, donc ça doit faire 4 ou 5. Et qui avaient tous une taille plus ou moins... Alors il y a une affaire qui était plus petite que les autres, mais Saint-Étienne. Voilà, tu avais une production de service, donc là on était chez un agent de marque. Et un panneau. Voilà, il y a une particularité, je pense que le VO on pouvait également le développer. Le problème c'est que j'ai un cahier des charges très précis, et notamment le montant des capitaux propres de la société, de la cible, qui doit être au minimum de l'ordre de 2 millions d'euros. C'est-à-dire qu'avec mon associé Madeleine, on souhaite racheter une entreprise avec au moins 2 millions d'euros et de préférence 3 millions d'euros de capitaux propres, puisque dans l'automobile, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie et donc le stock, autant que dans l'immobilier. Comme dans toutes les activités, je dirais.
mais avec un effet de levier beaucoup plus faible. Je dirais dans toutes les activités à haute intensité capitalistique. Elles ne le sont pas toutes. Si tu prends une grande distribution, tu as un BFR négatif et donc le montant de tes capitaux propres n'a pas vraiment d'importance puisque ce sont tes fournisseurs en fait qui te font crédit. Qui font la banque. Ah non, c'est le bâtiment aussi, tu reçois beaucoup d'argent en amont, tu es en BFR négatif aussi. Moi, je suis pas sûr. Après, il y a quand même il y a du matériel, il y a des équipes, etc. Mais l'automobile, c'est très très gourmand en capitaux immobilisés, en stock, c'est très lourd. Et ce qui est intéressant, c'est que même sur une première analyse, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a une sous-exploitation de la compétence financière sur cette société. Ouais, sur cette société, alors ce qui est intéressant, c'est là où faire de la stratégie peut faire la différence en termes de perception, en termes de perspective de développement. Moi, j'ai 10 ans d'expérience dans la vente automobile en tant qu'indépendant et c'est vrai que tous les gens que j'ai côtoyés étaient en recherche permanente de fonds pour développer leur entreprise. Et donc là, on avait un cas particulier où la moitié de la trésorerie, donc un peu plus d'1,5 million, 1,6 million, dormait, était placé en banque, je crois, parce qu'ils ne l'utilisaient pas pour acheter du stock des véhicules et donc faire du chiffre d'affaires. Et ça, c'est une anomalie. C'est la première fois que je constate ça. Et donc, pour moi, ça a été la perception d'un axe de développement extrêmement important, d'où l'objectif de doubler le chiffre d'affaires. Doubler le chiffre d'affaires, mieux gérer, parce que c'est une entreprise familiale. On en parlait, moi je te l'avais dit, tu te souviens, tu m'avais juste envoyé la forme de la société et des noms de gérants, où là j'avais dit il y a gros à faire, parce que sur les entreprises familiales où tu as le mari et la femme, il n'y a pas de contre-pouvoir. Demain, dans une société avec Madeleine, tu vas avoir un contre-pouvoir. Jamais, par exemple, Madeleine te laisserait dormir 1,6 million sur un compte en banque. C'est clair, et jamais je ne le ferai. C'est jamais complètement contre-intuitif et c'est irrationnel. Alors, sauf si tu as d'autres objectifs, je pense qu'on est dans un cas particulier où la personne est proche de la retraite et en âge de partir à la retraite. Mais c'est généralement à ces personnes qu'il faut proposer le crédit vendeur. Oui, mais je veux dire, quelqu'un qui a une boîte qui dispose de plusieurs millions d'euros, n'a pas le couteau sous la gorge. Donc les propositions farfelues, il a les moyens, il est en mesure de l'écarter, en fait, de les écarter. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, tu parlais je me souviens de la société de Marseille, qui était mieux gérée d'un point de vue communication. À tous les points de vue. À tous les points de vue. Pourquoi pas reprendre une entreprise mieux gérée ? Alors là, les marges de manœuvre sont beaucoup plus faibles. Oui, elles étaient quasi inexistantes, sauf à augmenter la taille du stock. Qui est difficile. Ça, c'est le premier point. Il y avait quand même des marges de manœuvre alors, on a un projet de développement en franchise. En tant que franchiseur, sur une innovation, on en parlera un peu plus tard. On en parlera quand ça sera fait. Ça sera l'occasion aussi de parler d'une stratégie dont on ne parle pas souvent, une stratégie de développer un réseau en qualité de franchiseur, un réseau de franchisés. Mais la communication était très mauvaise déjà, parce que l'intermédiaire n'était pas bon, alors qu'on avait eu quand même un bon contact, le premier contact, mais ensuite il était mauvais, il ne me donnait pas les informations dont j'avais besoin, des informations assez basiques. Tu avais ce problème, mais il y avait un autre problème aussi. Alors il n'y avait pas de prix de vente, ça c'est marrant. Il y avait une annonce, mais il n'y avait pas de prix de vente, et donc il m'avait donné une fourchette dans le cadre d'une conversation. Et en fait, c'était un prix de vente qui était trop élevé. En parlant des intermédiaires, c'est intéressant parce que lorsque on avait fait le premier podcast, on avait parlé des gens qui disaient on ne peut pas trouver d'opportunités sur Fusac. Oui. Et tu as trouvé toutes les opportunités sur Fusac en achetant les contacts, en fait. Je ne sais pas comment ça marche. Oui, tu peux prendre un abonnement, en fait, où tu vas acheter 5, 10 ou plus. Moi, je crois que j'ai acheté 10 contacts. En fait, j'ai 10 crédits et à chaque fois que j'achète un contact, je suis débité d'un crédit et ça me donne les coordonnées du vendeur. Souvent, c'est un intermédiaire. Et moi, j'étais pas contre ces plateformes, mais j'étais sceptique. J'étais sceptique, et on va en parler. Assume. Bonjour, Salma. Comme dirait l'autre.
J'étais pas sceptique sur la plateforme parce que des bonnes affaires, tu peux en trouver partout. J'étais sceptique sur... en fait, il faut le voir comme un triangle qualitatif et concurrentiel. Deux triangles opposés que j'avais fait. Je m'en étais servi au mastermind pour l'expliquer à quelqu'un sur le rachat société, à Guillaume, s'il nous écoute. Et en fait, quand tu vas sur ces plateformes, tu as un très faible niveau de compétence des interlocuteurs et une forte concurrence. Tandis que si tu te rapproches, tu as peu de concurrence, selon les intermédiaires, et une grosse expertise de la personne. Même si on peut trouver des affaires, les intervenants, parlons-en. Alors, tu avais raison et tort à la fois. Donc, c'était un peu, je me rappelle, je t'avais dit, c'est comme si on écoutait les gens qui disaient que sur le Bon Coin, on ne trouvait pas d'affaires. Et ça, c'est très récurrent en immobilier. On t'explique que quand c'est sur le Bon Coin, c'est déjà trop tard. Ça, c'est totalement faux. Quand c'est sur le Bon Coin, alors moi, la quasi-totalité des affaires que j'ai fait, c'était sur le Bon Coin ou sur Se Loger. Et principalement sur le Bon Coin. Donc, l'idée que si ça arrive sur le Bon Coin ou sur Fusac qui est un peu le Bon Coin du rachat d'entreprise. Voilà, du rachat d'entreprise. Dans des proportions différentes, évidemment, parce que ça reste une niche. Là où tu avais raison, la qualité des intermédiaires est extrêmement médiocre. On a l'impression qu'on a des mandataires, enfin des agents immobiliers basiques qui ont posté une annonce et qui ne disposent pas des 3/4 des informations intéressantes. Donc là-dessus, et un manque de professionnalisme très... C'est toi qui leur cours après alors qu'ils n'ont pas de clients. Voilà, moi je suis très persévérant, donc je relance. J'hésite pas aussi parfois à taper du poing, mais avec diplomatie, en disant écoutez, là ça fait plusieurs fois que je vous relance et c'est quelque chose qui n'est pas normal. J'aimerais qu'on traite l'affaire de manière sérieuse. Et ça, c'est dans l'intérêt du vendeur, dans mon intérêt, dans votre intérêt. Donc là-dessus, même des gens... Alors, j'aime pas le réflexe quand tu appelles des gens et voilà, je suis en vacances à Montréal, je vous rappelle, je suis à l'hôpital parce que mon mari est hospitalisé et vraiment, je suis très humain là-dessus, il n'y a pas de difficulté, mais un minimum de professionnalisme en fait. Et je pense qu'il faut garder toujours cette éthique. Je parle d'un premier contact. Hein. Quand on a un premier contact, c'est pas la peine de déballer sa vie privée. De dire, écoutez, monsieur, j'ai bien pris note de votre contact, de votre appel. Je reviens vers vous à telle date. Est-ce que ça vous convient? Oui ou non? Mais en tout cas, j'ai vraiment... En fait, on est à la limite de l'amateurisme. On a passé des mandats de vente à des amateurs. Et de ce point de vue-là, tu avais totalement raison parce que alors, sauf un, celui de Saint-Étienne, le deuxième Saint-Étienne, le petit, l'agent de marque, là, le gars était très pro. Ah non, mais les autres, c'était pas terrible. C'est pas terrible. D'ailleurs, on publiera le podcast après avoir envoyé... LOI. Voilà, parce qu'on sait jamais que... Bon, même si on n'est pas TF1, mais on sait jamais s'il tombe là-dessus. Putain, c'est la semaine Bouygues. La semaine Bouygues, quoi. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'était en référence au précédent podcast Investir en couple où il y avait la patronne. C'est ça. Ouais. T'es plus en forme aujourd'hui. Hein. Libéré. Allez, on va se taper une censure. Le niveau de pression a diminué. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui veulent commencer à chercher une entreprise, quels conseils on peut leur donner sur cette première étape? En sachant que là, on est à l'étape LOI, c'est-à-dire LOI, n'allez pas chercher un modèle sur Internet. Hein, et ne signez pas le modèle que tu sais, le mec qui t'a proposé le... Oui, mais on va être accompagné là-dessus par des professionnels, parce que je ne maîtrise pas. Et quand je vois la manière dont moi je rédige les offres d'achat immobilière, qui sont des guet-apens, j'espère que mon équivalent n'existe pas dans le monde du rachat d'entreprise. Il ne va pas tarder à arriver. Pied et poing liés. Quels conseils on peut donner aux personnes qui peuvent être intéressées dans une démarche peut-être de curiosité, peut-être une démarche active? Quels conseils tu pourrais donner jusque-là? Moi, je m'inscrirais plutôt dans une démarche active. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'essayer de voir avec plusieurs plateformes, plusieurs sources d'informations, parce que la manière dont j'ai procédé, en fait, alors peut-être que j'ai eu la chance du débutant, parce que les 4-5 contacts que j'ai eus étaient vraiment des affaires qui m'intéressaient, qui nous intéressaient, avec un vrai potentiel. Alors, les précédentes boîtes, pour rebondir sur ce que tu disais, notamment en Marseille,
Alors, je pense qu'elle était au max, mais elle dégageait quand même quasiment 1 million d'euros de résultats nets. En EBE, tu étais à plus d'1 million d'euros, donc c'est quand même pas mal aussi. Mais en fait, là, c'est important de s'en rendre compte. C'est que, en fait, moi, le conseil que je donnerais aux gens, et je salue Rémi au passage de la chaîne Parlons Long Terme, où j'ai Et Rémi, l'expert comptable également, qu'on salue au passage. Bonjour les Rémi. Bonjour les Rémises. Et j'étais intervenu sur le rachat de société, sur une présentation qui a duré plus longtemps et qui a aimé que les gens ont beaucoup apprécié. Et j'ai repris une métaphore de mon patron, hein, c'est lui, moi, mon apprentissage. J'ai la déformation professionnelle par rapport à la personne avec qui je travaillais. Il comparait ça à dire, tu peux arrêter de toucher le micro. T'es infernal cet après-midi, on va demander à Lémi, s'il te plaît, il faut que tu reviennes. Là, il est insupportable, il a trop pris la confiance. Il comparait ça à 2 nageurs qui sont dans l'océan avec un requin. Un nageur moyen, je pense que c'est 1 mètre, il nage 1 mètre par seconde. Si je dis pas de bêtises, un nageur moyen, le requin, il nage 10 mètres par seconde. Donc tu ne peux pas nager plus vite que le requin. Et la seule chose que tu dois te concentrer, c'est nager plus vite que la personne avec qui tu es. Comme l'antilope. L'antilope, elle n'a pas besoin d'être la championne du monde. Elle doit juste se concentrer à courir plus vite que la plus lente des antilopes. Et mixer alors ça peut faire rigoler de le voir comme ça, mais mixer à la reprise d'entreprise, c'est-à-dire que vous devez vous concentrer là où vous avez une force. Moi, demain, on serait concurrent sur un rachat de supermarché. Je sais, sans trop d'inquiétude, que je pourrais payer plus cher que toi. Je te laisse les supermarchés. Je te laisse les supérettes. Les supérettes. Les dépanneurs. Les dépanneurs, les boîtes de conserve. Chez Ali. Et en fait, ce que vous devez vous concentrer dans une opération de rachat d'entreprise, et c'est pour ça que je n'aime pas les techniques de blaireau sur Internet, et on va faire un livre que je t'ai laissé cadeau de Noël, hein, un chef-d'œuvre. Tu as décidé de gâcher mon Noël. Et c'est de vous concentrer sur là où vous avez une force opérationnelle. Quelle est votre force opérationnelle ? Des gens qui ont une force dans la vente, dans l'achat, toi c'est sur l'achat, et ce qui est très bien, c'est tu dois te concentrer sur une entreprise où tu vas pouvoir apporter de la valeur. Donc une entreprise qui est déjà à 1 million de BE, qui fait la même activité que l'autre société, qui a plus de cash, et qui fait 300 quand c'est pas retraité. Ouais, 350 je crois. 350, c'est-à-dire que tu as 650 de BE à aller chercher. L'autre a plus de trésor quand même. Elle a plus de trésor l'autre. Elle a des prêts, elle a un PGE, elle avait un PGE. Et très intelligent. Et ta compétence. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que je te rejoins totalement sur la marge de manœuvre, en fait. Et il faut retenir que lorsque vous rachetez une société, vous avez 2 éléments sur lesquels agir. Vous avez la base de prix de revente, la base de la valorisation, qui va être l'EBITDA, et vous avez également le multiple. Vous devez agir sur les 2. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de racheter une société en voyant qu'il y a d'autres sociétés avec de l'ingénierie financière, puisque le PGE, je considère ça comme une opération d'ingénierie financière, de penser à faire ça, peut permettre d'atteindre ce type de valorisation. Et demain, tu mets cette boîte au résultat de l'autre société. Tu auras fait quoi sur ton opération ? 3 x 3 ? Après, si tu comptes aussi l'amortissement du capital, et là, il y a un point commun en fait avec l'immobilier, c'est que, alors la différence, c'est que tu vas être sur un prêt plus court, 7 ans, je crois. Donc, sur 7 ans, déjà, si tu amortis 3 millions d'euros de prêt. Alors, tu peux avoir du linéaire ou du in fine. Je ne sais pas ce qui va se faire, en tout cas, mais disons que alors, ce que tu ne rembourseras pas en prêt, tu vas le capitaliser en bénéfice. Tu vas le capitaliser en bénéfice. En résultat, donc en capitaux propres. Voilà. Donc, pour moi, disons que tu rembourses 3 millions en 7 ans. Et en triplant le BE, plus un peu de capitalisation supplémentaire, pour moi, tu as 6 millions au minimum. Ouais, donc, je ne sais pas si ça te paraît crédible en termes de chiffres, mais une boîte qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui aura du coup des capitaux propres qui vont s'élever à peut-être à terme sur 7 ans. Si tu accumules, si tu as le remboursement de la dette, ça sera moins en termes d'accumulation en fait. Mais en tout cas, ça fait une belle boîte et ça fait une forte croissance. Mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'utiliser cette entreprise comme un pilote et développer notre réseau en franchise. Oui, c'est la mise à l'étrier.
Voilà, et ce qui nous Tu peux intéresse... éviter de foutre tes pieds sous ma chaise, quoi. Mais attends, t'es un détendu. J'ai les genoux recroquevillés. J'utilise la technique de tes cousins, je grappille du territoire. Je ne sais pas si on pourra l'utiliser. Je sais pas Non, mais si ça, on je pourra vais la le laisser. laisser. Comme ça, c'est toi qui fera face aux insultes. Donc, non, l'idée, nous, c'est d'utiliser en fait un pilote où on a de la croissance, parce que à partir du moment où tu arrives à développer une boîte sur un doublement du chiffre d'affaires, et on parle quand même de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même significatif, si tu arrives à passer à un stade beaucoup plus élevé où tu es à 20 millions, ben là, tu as un taux de croissance qui est quand même très important, une qualité dans la gestion, dans la gestion de l'entreprise, dans la gestion de la croissance. Et ça, c'est un super pilote qui peut t'aider à développer en fait ton réseau de franchise. Et le track record en matière sociétaire sur le financement, ça permet également d'aller beaucoup plus vite. En immobilier, tu dis, ou en financement? En financement sociétaire. Bien Ça veut sûr. dire que si tu veux racheter une autre société et que tu as redressé et que tu dis on va conduire la même stratégie qu'on a conduit là, Bien sûr. c'est tout bénef. Le banquier, sûr. il t'ouvre le coffre et en plus, il te lèche le sboob. Yallah. Yallah. Dans la start-up. C'est quoi encore cette connerie, la start-up? Non mais sérieux, d'où il sort celui-là? Haute technologie. Tu dis ça à un banquier, Ouais, c'est magique. T'as trop regardé La Vérité sur moi. C'est 20% de ma personnalité. Donc, échange en direct. On fera un retour post-LOI sur les pièges de la LOI, sur les pièges de la due deal et sur les stratégies adoptées, parce que c'est une belle acquisition. C'est une acquisition sur laquelle tu peux apporter de la valeur ajoutée, où tu as un partenaire en association qui est exceptionnel, parce que vous êtes exceptionnellement complémentaires selon moi. Elle est intelligente, toi tu l'es pas. Merci. Merci. Mettez-nous en commentaire qui vous paraît le plus intelligent des deux, entre le labrador célibataire et le fauve, l'acheteur. Berline, Je vais tourner le sondage à ma faveur. comme tu dans vois. la manipulation des peuples, là, sur le comment on appelle ça, le sondage du peuple, là, j'oublie. Le référendum. Voilà. La question, comme elle est posée, on connaît la réponse. Donc, on vous fera un retour, et si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, n'hésitez pas à partager votre expérience, et ça va faire une très belle hors-série, dans le sens où on va voir tout ça de l'intérieur, puisque le rachat d'entreprise est une voie pour la magnifique position du Vachier. Alors, pour compléter ce que tu dis, et on finira peut-être là-dessus, c'est que en termes de création monétaire, d'argent en circulation, en fait, de masse monétaire en circulation dans une économie, Immobilier pro. la moitié, alors si on enlève les crédits à la consommation, qui représentent à peu près 10% de la masse monétaire, à peu près, environ. Hein. Mon Cofidis pour le Dacia Duster. Non, malheureusement, tu as beaucoup de crédits revolving et des gens qui achètent, et je dis malheureusement, et c'est pas rigolo, mais qui vont acheter des téléviseurs à crédit, donc ça coûte très cher. Mais si on enlève ça, si on enlève les crédits à la consommation, eh bien la moitié de l'argent en circulation dans l'économie française provient du crédit immobilier et l'autre moitié du crédit aux entreprises. Donc là, c'est une manière très intelligente de se positionner sur les deux sources principales d'argent, d'émissions monétaires. Pour être le cantillonnaire. Voilà, pour être un cantillonnaire. Une mouche à merde. Voilà, alors ça, il faudra qu'on développe l'effet cantillon parce que c'est un peu plus technique, mais ça veut dire qu'il y a de l'argent émis en immobilier, en financement immobilier, et l'autre moitié du butin provient des crédits aux entreprises. Et donc, pour atteindre les objectifs, j'en ai besoin en termes de position du Vachier. On fera d'ailleurs un podcast, je pense qu'on va l'enregistrer après dans la foulée, sur les objectifs. Donc, j'ai besoin de ça pour atteindre mes objectifs de la position du Vachier et mon objectif en immobilier. Parce qu'en rachetant une boîte sur l'historique, le track record, sur le pédigré, je vais pouvoir également faire un effet de levier dessus. Un effet de levier immobilier sur les résultats de l'entreprise. Parce que quand Imagine on présente... toutes les love rooms que tu vas pouvoir acheter. Non, je vais me positionner sur de l'immobilier haut de gamme. Sur de l'immobilier à 10 000 euros le mètre carré, ça sera plus en adéquation avec mon évolution et ma personnalité.
Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment, on a une complémentarité en termes de sources d'enrichissement. Et pour moi, c'est un peu la suite logique de l'immobilier professionnel. On a le locatif, on a le marchand de biens qui est la suite logique du locatif pratiqué massivement. Et la suite logique du marchand de biens étant, de mon point de vue, le rachat d'entreprise. Et là, on est vraiment dans, comment dirais-je, les catacombes de la monnaie, de l'argent, de là où on peut aller chercher des leviers et faire la différence et s'enrichir réellement. Voilà pourquoi le crédit vendeur ne nous intéresse pas. Dans un crédit vendeur, si tu arrives à l'obtenir sur des vraies entreprises, tu as quoi en création monétaire ? Mais c'est surtout tu vas rechercher plus l'entreprise qui accepte ton crédit vendeur que l'entreprise que tu vas redresser. Tout à fait. Donc, tout à fait. allez acheter vos kebabs et vos salons de coiffure. Ils arrivent même à planter les salons de coiffure, hein, les mecs en crédit vendeur. Il y avait eu un article sur ça. C'était scandaleux parce qu'il n'a pas payé le vendeur en plus. Il n'a pas payé le vendeur, il a viré les employés, il a mis des freelances barbiers, là où 70% de la clientèle était féminine. Mais après, est-ce que c'était au Portugal ? On ne sait pas. C'est une blague, évidemment. Et ça se vend formateur. Hein. Ouais, mais c'est le problème d'Internet et c'est le problème de l'absence d'esprit critique des gens. Essayez de jauger le pédigré de votre interlocuteur. Il faut essayer de filtrer l'incompétence. Quand on voit le pédigré de ces deux individus, je vais te dire, bon, après, nous, on est des exemples, des mauvais exemples dans le bon sens du terme parce qu'ils ne passeraient pas la barrière, des préliminaires, si tu veux. Mais Je ferais bien dîner avec eux le mercredi soir. Mais ces gens-là ne sont pas sérieux, ne sont pas crédibles et pourtant, ils vendent des formations. Et tu en as de plus en plus sur la... J'en ai encore vu une pub là sur racheter une entreprise sans apport, sans caution, en faisant nommer un DG... J'appelle ça la formation arabe. Oui. Et pas la formation d'arabe. Formation arabe. Les gens ne font pas la différence. C'est comme le téléphone arabe. Alors, quand tu as le principe du téléphone arabe, c'est qu'une information, au fur et à mesure de la circulation entre différents interlocuteurs, se détériore. Et le message que tu retrouves à la fin n'a plus rien à voir avec le message du début. Mais t'imagines quand tu copies un contenu mauvais, que le message qui est copié est déjà détérioré ? Bien sûr, mais tu sais pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont sucé jusqu'à la moelle le segment immobilier. Et que maintenant, pour venir tondre les pigeons, mais plutôt les moutons, on va aller dans des thématiques qui sont, entre guillemets, encore vierges. Un autre élément qui est intéressant, tu te souviens, dans le premier podcast, on avait parlé de la notion de caution solidaire, de caution bancaire. La société que tu rachètes, le lendemain du rachat, elle fait faillite. Qu'est-ce que tu vas perdre concrètement ? Au plus 500 000 €, la valeur du fonds de commerce. La valeur du fonds de commerce. Alors déjà, le lendemain, je ne vois pas comment elle pourrait faire faillite. Tu me fais plaisir. Parce que rappelle-toi, quand on en avait parlé au début, tu disais la caution, moi ça me dérange d'être caution sur 4 millions. Oui, parce que non, ce n'était pas sur 4 millions. C'était sur un domaine d'activité où le niveau de certitude, même si rien n'est sûr, le niveau de sûreté est plus faible que dans l'immobilier. Pour moi, le niveau de sûreté dans l'immobilier est ce qu'il y a de plus élevé en termes de business. Oui, non, mais tu peux avoir des signes noirs. Tu peux avoir, bien sûr, mais tu peux avoir un groupe de... Tu as toutes les assurances qui vont derrière, mais l'entrepreneuriat, pour moi, là-dessus, je n'en démords pas. Mais tu te souviens ce que j'avais dit ? Le rachat est moins sûr que l'immobilier. Ah, mais c'est moins sûr, mais le rendement est plus élevé également. La rentabilité, plutôt. La rentabilité du capital, effectivement. Voilà. Mais une fois de plus, j'ai progressé dans mon cheminement, en fait. J'ai gagné en clairvoyance. Toi, tu voyais la caution, mais tu ne voyais pas l'actif, même si la société s'arrêtait. Et là, tu as un excellent exemple. Ouais, je voyais une contamination possible de mon capital. Et aujourd'hui, dans ma prise de conscience, j'ai compris que cette stratégie était nécessaire pour atteindre mon objectif de 10 millions d'euros d'actifs nets. Et donc j'accepte de prendre le risque. Et donc, je aussi, limiter le risque. Pour l'instant, sur cette reprise, le risque peut se limiter à la valeur du fonds de commerce. La valeur du fonds de commerce, allez, tu rajoutes un peu sur le stock si tu as mal fait la due deal. Ouais, mais ça risque pas d'arriver. C'est dans ton contrôle, mais tu vois, la perte acceptable. C'est pénible, en fait, d'auditer un stock, mais... ça va être fait. Hein. Je me dis que s'il a mal acheté, au pire, c'est au prix d'achat. S'il a très, très mal acheté,
pire, c'est moins 10%. C'est moins 10% et c'est Et une pas- garantie d'actif. Et pas 100% des véhicules. Voilà. Et là, en gros, si on parle en perte acceptable sur ta stratégie, À 2 associés, c'est une perte qui est acceptable. c'est une perte qui est acceptable, c'est une perte de 600 000 pour un gain possible de 6 millions. Oui, là, on ne parle pas de perdre un manoir à 8 millions d'euros qui a été financé de manière originale. Mais de qui tu parles? De personne. Je ne fais De qui aucun- parle là? Là, on n'est pas du tout dans la même... pour moi, là, le risque... Alors, tu vois, tu as la notion de perte acceptable, mais tu as la notion de risque acceptable. Ça, c'est issu de la stratégie militaire. Le risque, il est largement acceptable parce que déjà, j'ai une maîtrise des compétences métiers. Entre 2019, où j'ai arrêté l'automobile, et j'avais commencé en 2008, ça faisait 11 ans, j'ai énormément progressé intellectuellement et d'un point de vue stratégique et dans les compétences bancaires. Intellectuellement? Bien sûr. Putain, j'aurais pas aimé te connaître avant. Donc, si tu veux, tout ça diminue ma perception du risque. Non, mais ça, tu vois l'évolution, parce que je me souvenais à l'époque où je t'avais dit, Oui. mais même si tu arrêtes, il y a de l'actif derrière. C'est pas Bien 4 sûr. millions de. C'est pas comme si tu achetais une société Et avec c'est un liquide. brevet. Et une bagnole est plus ou moins liquide dans un horizon temporel de 2-3 mois. Si tu as, Voilà. bien acheté, disons que tu as moyennement acheté, un véhicule, ça se liquide en 2-3 mois. Voilà. Donc, Ouais, la rotation moyenne, c'est 30 jours. Une bonne rotation. non. Ouais, ça, c'est une excellente rotation. Ça. C'est une excellente rotation. Moi, j'arrivais à faire des rotations d'une journée, en fait. J'avais déjà vendu le véhicule, en fait. Il rentrait en stock, il repartait le lendemain, en fait. Et ça nécessite une méthode de travail très spécifique. Mais voilà, en tout cas, j'ai affiné ma vision, ma perception du risque, et j'accepte. J'ai compris que c'était nécessaire de partir également. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, tu sais, par rapport à la notion, je t'en ai parlé, d'efficience, par rapport à la notion de disponibilité. Je vais diminuer malheureusement la disponibilité que je vais pouvoir offrir à mes enfants. Pour en avoir une beaucoup plus élevée plus tard. Et voilà, et là, de ce point de vue, je suis d'accord avec la notion de sacrifice dans le choix, mais pas de pénibilité, plutôt de sacrifice. C'est moi qui... Tu te moquais de moi quand je parlais de sacrifice, mais par exemple, le retour en France, c'est un sacrifice un peu pour... Ouais, c'est un sacrifice... c'est un sacrifice financier. Je vais te remplir... c'est un investissement, je dirais. Moi. Oui, mais sur l'immédiat, c'est pas tellement un investissement sur l'immédiat. Donc, tu as tout... Bien sûr. Tu le fais. C'est un peu, moi j'appelle ça le phénomène prépa, tu sais, des grandes écoles de commerce. Tu es obligé de souffrir pendant 2 ans. T'en chies pendant 2 ans. C'est très formateur en même temps. Pour être tranquille après. Mm. Donc, c'est la notion de chiure acceptable. De chiure. C'est quoi chiure? J'accepte d'en chier pendant 2 Ah, ans ok. à condition que ça me permette d'avoir les 10, 15, 20 prochaines années. Non, c'est clair. Après, on parle de temps de vie de qualité avec des enfants, donc c'est pas comparable avec de l'argent. Mais le temps dépend de l'argent. alors, moi, je dirais que l'argent achète du temps, tu vois. Et contrairement à ce qu'on pense, le temps, c'est pas de l'argent. C'est l'inverse qui est vrai. Alors, j'ai écrit là-dessus, donc j'ai quelques avances. Et ton livre, il sort quand? Est-ce que... Bientôt, Inch'Allah. Non, malheureusement, j'ai encore fait le perfectionniste. Bientôt, si Et- Dieu le et veut. Mais j'ai- Dieu le veut, il n'y a que toi qui veux pas. Hein. C'est tout le monde veut. Dieu, il veut, tout le monde veut. Il n'y a que toi qui veut pas. Non, il va sortir. Alors, je l'espère. Je dirais, allez, pour être prudent, je dirais avril-mai. Avril-mai. Ouais, parce que entre temps, bon, par contre, ça va être un bon morceau qui va traiter d'énormément de sujets. Il y aura beaucoup de contenu. Ça va être un livre de 500 pages à peu près. Ça sera le 4e Faites rentrer le tocard. Alors, si celui-ci rentre dans la catégorie, on est obligé d'arrêter. À part parler de Taleb en pur sang, il ne nous restera pas grand-chose. Mais je me demande si on va pas faire une édition particulière, ni pur sang, ni tocard, mais les livres de entrer le beauf, quoi. Non, mais faire un livre, tu vois, sur les gens de la communauté. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a passé un livre que j'aime bien. Tu vois, d'avoir une série, les livres de la communauté. On peut, sur des épisodes, si c'est moyen, ou... Pas forcément moyen, c'est juste pour dire il y a un conflit d'intérêts et on les met dans une catégorie à oui, part. on peut, pourquoi pas. Ça peut faire l'objet de podcasts de 15-20 minutes. Voilà. Pourquoi pas. Après, ça dépend si les gens sont intéressés par cette démarche. Merci beaucoup Bernard Berlin. Quoi, Bernard? Ah, Bernard Pivot? Non,
Tapie. Et pourquoi Bernard Tapie? Bernard Tapie. Bernard Berlin, tu vois. Par rapport au rachat Et d'entreprise? bien évidemment. Ah, Non, par rapport à ta manicure. ça serait très réducteur en parlant de Bernard Tapie, qui a tout fait. Exactement. Qui était un génie compte tenu son point d'origine sociale. Tout le temps, l'origine sociale. Et bien sûr, 90% de la population française est pauvre. On est obligé de parler de l'origine sociale. Tu nous casses Ouais. les couilles. Quand tu es un gosse de riche comme toi, évidemment, le sujet ne se pose pas. Mais, Pas du tout. Mon grand-père est électricien. non, mais monte pas à 2 générations. T'es quand même bien né, quand même. T'es la classe bourgeoise. Pas du tout. Après, tu sais, il faut être fier de On ses était des origines. paysans. Non. La bourgeoisie, c'est les bourgeois. C'est ceux qui habitent le bourg. C'est La bourgeoisie, pour moi, c'est 1% de la population française. Rien. Ouais, tu plaisantes quoi. C'est 8 000 euros par mois. 8-10 000 euros par mois, on est dans la tranche des 1%. Rien. C'est vrai, la tranche est 0,5%. Ça paye même pas le leasing de la Ferrari, quoi. Ça paye pas le leasing. Merci à tous. Merci Fouad. Merci à vous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur du retour d'expérience. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour vous permettre d'écouter Fouad Berlin et que vous voyez grand. On va m'appeler le lunetier LORL, quoi. Merci à tous.